Alors, c'est pour 1 heure déjà, encore. Écoutez, donc je vais être bref. L'AfD, je l'ai cité seulement dans une dimension. Je voulais dire que cette alternative pour l'Allemagne est née d'une politique, à mon avis, pas seulement idéologique, mais incompétente envers cette vague d'immigrés qui a été épousée par le gouvernement de l'Allemagne. Et donc, je dis que c'est une force qui est née justement comme une réaction à cette politique. En ce qui concerne l'extrême droite allemande, nous savons bien qu'il y a des nazis en Allemagne, c'est le parti, il s'appelle toujours, je pense, le Parti national-socialiste. Oui, et ils ont des députés dans le département de la Saxonie, et ainsi de suite. Et je dois dire qu'il y a peut-être une différence entre eux et l'AfD. Donc, il y a des partis proto-nazis en Allemagne, et il y a un parti anti-immigration, c'est le AfD, bien que certains de ses leaders se sont permis des déclarations qui ne sont pas vraiment très sympathiques. Ça, je suis d'accord avec vous. Est-ce que nous sommes perturbés par l'apparition de l'AfD? Nous n'avons pas beaucoup de contact avec l'AfD. Je vais souvent en Allemagne, je n'ai jamais rencontré un leader ou un député de l'AfD. Mais à mon avis, tout de même, c'est un parti politique qui est né de cette vague contre l'immigration. Ce n'est pas un parti pro-hitlérien. C'est pas comme le parti nazi qui existe en Allemagne, c'est un peu différent. Donc, on observe la situation, on n'est pas pressé d'établir des contacts avec eux, on ne les soutient pas. Mais nous pensons tout de même que la genèse de ces deux forces est différente. Est-ce que le gazoduc que Qatar voulait construire est une raison de la guerre en Syrie? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, écoutez, nous comprenons très bien qu'il y aura toujours de la compétition. Il y a de la compétition du Turkménistan. Il y a des gazoducs qui sont menés à travers la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan jusqu'en Turquie et qui vont plus loin. Il y a la compétition du gaz de schiste des États-Unis que M. Trump essaye de faire arriver au marché européen à n'importe quel prix. Il y a la compétition du gaz de l'Afrique du Nord et du gaz voilà, liquéfié, c'est ça, liquéfié qui vient aussi de plusieurs pays, d'Indonésie et ainsi de suite. Donc, il y aura toujours une grande compétition. Et ce gazoduc qatarien ne pouvait pas être la cause de la guerre, parce que dans le domaine de la compétition globale, ce n'est pas vraiment quelque chose qui change la donne, qui change les questions. Donc je pense que les raisons de notre présence en Syrie étaient plutôt politiques qu'économiques, et que c'est le retour aussi de la Russie au Moyen-Orient en tant que force très importante, puissante, parce que nous considérons cette région très importante, mais aussi on est vraiment perturbé par la possibilité de l'inflammation terroriste de l'Asie centrale. Et alors là, nous serons très menacés. Tous les actes terroristes qui ont été menés en Russie pendant les 5 dernières années, il n'y avait pas beaucoup, 2 ou 3, mais c'était mené par les gens radicalisés, les Gastarbeiter, les gens venus à travailler en Russie de l'Asie centrale. Donc pour nous, c'est un très grand problème. Et c'est pour ça qu'on ne va pas admettre que l'État islamique s'établisse sur un territoire permanent. On ne peut pas probablement l'exterminer complètement, mais c'est une chose quand ça existe des groupes là et là, et c'est une autre chose quand ils contrôlent un territoire et quand ça devient un proto-État. C'est complètement autre chose. Parce que s'il y a un proto-État, alors cette idée du califat, elle devient réelle. Voilà, déjà, il y a un début à Mossoul, à Raqqa, et c'est pour ça qu'on ne va pas l'admettre. Parce qu'on a
vraiment, on a peur que ça ne se propage pas sur l'ancienne Union soviétique. Et on a, chaque année, il y a 3,5 millions de gens de l'Asie centrale qui viennent travailler en Russie. Et donc, pour nous, c'est aussi une question de sécurité. Pour la même raison, on n'a pas peur de la compétition avec l'Iran pour le gaz. Surtout que l'Iran, c'est un pays, à mon avis assez raisonnable. Tandis que les tentatives de M. Trump de tuer ce gazoduc qu'on est en train de construire en Allemagne, le courant du Nord. Oui. Voilà, ça c'est justement une compétition pure et dure pour vendre aux Européens le gaz de schiste américain qui est plus cher que le gaz russe. Et donc, non, on n'a pas peur de la compétition iranienne et on s'entend bien avec les Iraniens sur d'autres questions. Je pense que là, on va s'entendre aussi. Et enfin, votre question de dialogue avec l'Union européenne. C'est une question très importante et je peux vous dire qu'il y a un dialogue au niveau bilatéral avec les pays de l'Union européenne. On a un dialogue avec les Finlandais. On a un dialogue avec la France. On a un dialogue avec l'Allemagne, surtout au niveau des terres, des régions, des villes, des organisations d'industrialistes, des investisseurs. C'est comme si le gouvernement allemand est absent de ce dialogue, à part quelques rencontres entre Mme Merkel et M. Poutine. Mais sous, voilà, justement, cette position de confrontation avec la Russie qui est épousée par les élites dirigeantes de l'Allemagne, tout le reste de l'Allemagne a un dialogue avec la Russie. C'est justement de ça que j'ai parlé. Que ce n'est pas la guerre froide. Parce que la société allemande veut dialoguer, investir, avoir des profits grâce au commerce avec la Russie, et est assez motivée contre les sanctions. Mais il y a l'élite politique qui a épousé cette approche qu'elle ne veut pas quitter. Et donc il y a un dialogue au niveau bilatéral. Mais si vous me demandez s'il y a un grand dialogue entre la bureaucratie de l'Union européenne et la Russie, non. Il y a quelques rencontres, je ne sais plus, il n'y a pas beaucoup, d'ailleurs, entre M. Lavrov et Mme Mogherini. Et il n'y a presque rien du tout au niveau de M. Juncker, sauf les choses que vous voyez à la télévision. Il y a certains contacts sur les questions énergétiques, parce que, par exemple, on discute parfois sur la question du transit du gaz russe à travers l'Ukraine. De temps en temps, il y a quelques pourparlers qui sont menés entre nous et la Commission européenne. Mais le dialogue politique, à mon avis, est presque absent. Je ne me rappelle plus quand il y a plus de sommet, il y a la Commission ne se pas à Moscou. Et donc, quand on parle de dialogue aussi, vous savez, c'est l'OTAN qui dit que nous avons un dialogue très actif avec la Russie. Non, il n'y a pas. Et l'OTAN le dit parce que les gens en Europe, ils sont nerveux, ils disent, mais vous parlez tout de même aux Russes, non? Parce que tout de même, c'est dangereux de ne pas se parler. Et M. Stoltenberg apparaît avec son de pasteur norvégien et vous dit, oui, il y a un dialogue. Il n'y a pas de dialogue avec l'OTAN, je peux vous dire. Il n'y a pas de dialogue avec l'OTAN. On n'a même pas d'ambassadeur à l'OTAN aujourd'hui. On a révoqué notre ambassadeur il y a une année, il n'y a pas de nouvel ambassadeur à l'OTAN. Le Conseil, la Russie et l'OTAN ne fonctionnent plus. Donc, et ce dialogue, il n'existe pas parce que l'OTAN dit qu'il faut avoir une politique encore plus ferme envers la Russie. Politique de fermeté. Et je me demande jusqu'où va aller cette fermeté. Et donc, moi je pense que le dialogue avec l'Union européenne ne marche pas parce que Bruxelles occupe cette position obstinée de politique de fermeté et davantage de fermeté envers la Russie, qui d'ailleurs ne donne aucun résultat. Si on observe très attentivement ce qui se passe en Ukraine et ce que fait l'Ukraine dans le domaine surtout militaire, parce que nous avons des informations qu'il y a des troupes qui sont, et la technique militaire qui est ressemblée près de la frontière du Donbass, aussi dans la région de Mariupol.
il y a des divisions qui sont renforcées, il y a des chars qui arrivent, donc je m'abstiendrai de dire que M. Poroshenko, le président ukrainien, se prépare à une guerre réelle, mais le fait qu'il fait monter un peu la pression, c'est évident, c'est évident. À mon avis, il ne va pas risquer la guerre, mais il a besoin de ça pour faire monter sa cote de popularité avant les élections. Les élections sont au mois de mars, la présidentielle. M. Poroshenko, il y a 3 mois, il avait un rating de 6%. Maintenant, il est déjà à 10-11%. Et il considère que plus il y a d'hystérie militaire, plus il y a de menaces russes, plus il y a de conflits, le plus il a de chances de conserver sa présidence. Je dois vous dire que nous sommes de l'opinion qu'il y a une falsification massive des élections en Ukraine. M. Poroshenko a établi des gens qui dépendent complètement de lui dans la commission électorale à Kiev, dans les élections électorales au niveau des régions, et maintenant des nouvelles commissions électorales sont en train d'être formées dans les villes, qui sont aussi composées des gens qui dépendent de M. Poroshenko. Donc, il y a aussi le contrôle des services spéciaux, du ministère de l'Intérieur, et ainsi de suite. Donc, il contrôle toute la machine qui peut influencer le processus électoral. Jusqu'où il va aller, c'est difficile à prédire, mais je pense qu'il est absolument concentré sur la tâche de conserver le pouvoir coûte que coûte. Et même sur l'Église, comme on le voit en ce moment. Oui, il divise l'Église, et ainsi de suite. Donc, pour lui, le pire c'est, le mieux c'est. Parce que il espère que les Ukrainiens vont se consolider autour de lui comme président. Et s'il y a même un petit conflit militaire avec la Russie, ça peut l'aider à gagner la présidence. Et dans le cas de falsification, s'il y a un petit conflit militaire, ça va cacher les falsifications. Parce que si vous êtes en état de guerre avec quelqu'un, les falsifications, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'état de guerre. Donc c'est une manière de mener sa campagne électorale. Dès le début que je ne commente pas la politique intérieure de la France, hein, pour des raisons évidentes. Alors je vais parler d'Italie. Hein, comme ça, on est sur le côté sûr, et vous en déduisez ma réponse. Regardez l'Italie. En Italie, vous avez eu des gouvernements successifs dirigés par des gens qui épousaient cette notion libérale de l'Europe, et même Berlusconi avec tous ses plans. Il était tout de même un politique assez classique européen. Et puis, à un certain moment, le système politique italien s'est écroulé. Il s'est écroulé parce qu'aujourd'hui, M. Renzi, son parti démocratique, pendant les parlementaires, les élections au Parlement européen, je veux dire, vont obtenir probablement 3-4%. Forza d'Italia, le parti italien de M. Berlusconi, ça sera peut-être 5-6%. Et il n'y a plus de partis classiques qui seront dans la course. Et donc tout le reste va être divisé par la Ligue de Salvini et par le mouvement 5 étoiles. C'est Salvini, je pense qu'il va obtenir jusqu'à 26 fois au Parlement européen, et les 5 étoiles, 18-20 fois, probablement. Ce sera un peu ça. Donc, d'où est-ce que ça vient? Ça ne vient pas de nulle part. Salvini avait 3% il y a 5 années. Je me rappelle très bien, je suis venu à Milan, on m'a dit il y a une nouvelle force politique dirigée par M. Salvini, et je lui ai demandé c'est quoi comme... Bon, ils sont assez forts en Lombardie, ils ont des députés, mais au niveau national c'est 4%. Maintenant c'est 34%. Il doit y avoir des raisons pour ça. Et donc je pense que justement, en Italie, ce décalage est extrêmement prononcé. Parce que l'Italie perd des sanctions contre la Russie, une dizaine de milliards de dollars par année. C'est beaucoup pour l'économie italienne. J'ai pas vu un seul homme industriel ou investisseur italien qui serait pour les sanctions. Et tout le monde est contre. Mais l'Italie épouse la politique de l'Union européenne parce que
Il y a la discipline, parce qu'il faut être solidaire avec la majorité, avec tout le monde, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. La question budgétaire est plus importante pour Rome aujourd'hui que les sanctions contre la Russie. Et donc, ils veulent faire pression sur Bruxelles sur cette question. La Russie, c'est important, mais ça va peut-être venir après. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un mécontentement très important dans la société italienne vis-à-vis les élites traditionnelles qui géraient les relations avec l'Europe, et avec Bruxelles, et aussi avec les États-Unis et la Russie. Et ce décalage s'est manifesté dans la création d'un nouveau système politique, parce que ces partis n'existaient pas. Ils étaient absents dans l'espace politique italien. Et je pense que quand certains disent que ça va revenir, non, ça ne va pas revenir. C'est un nouveau système qui est en train d'être créé. Regardez ce qui se passe avec les sociodémocrates en Europe, avec les socialistes. Ils sont foutus un peu partout. Sauf la Finlande, où ils peuvent obtenir un résultat assez important aux prochaines élections en 2019, et aussi la Suède et la Grande-Bretagne. Mais en Allemagne fédérale, ils sont en chute libre. Aujourd'hui, c'est même, certains disent 12-14%, moins que l'alternative. En Italie, c'est 4%, Renzi, Premier ministre. C'est fini, il n'y a plus rien. En Espagne, ils sont assez forts. Mais dans la majorité des partis de l'Europe, les socialistes, en France, est-ce que le Parti socialiste existe toujours? C'est l'autre point. Donc, il y a un changement du système politique dû justement à ce décalage entre les élites classiques qui dirigeaient l'Europe et qui étaient concentrées sur l'idée d'une Europe unie, et les populations qui demandent autre chose. Je pense que peut-être les élites traditionnelles sont allées un peu trop loin dans le désir de créer une Europe fédéraliste, une Europe dirigée par Bruxelles. Ça se peut. À mon avis, la réaction italienne n'est pas purement économique, elle n'est pas purement sociale. Il y a aussi un très grand élément politique de dépendance excessive de Bruxelles. Et j'ai déjà dit que c'est une des raisons du Brexit. Et c'est une des raisons aussi pourquoi des forces assez radicales, comme la Ligue de Salvini, viennent au pouvoir en Italie. Donc je pense que c'est un processus très profond qui va changer le visage de l'Europe. Dans certains pays de l'Europe, ces partis sont déjà au pouvoir, comme le parti de M. Orban en Hongrie, comme le parti qui est au pouvoir en Pologne, par exemple, ils sont déjà au pouvoir. Ils sont en train de venir au pouvoir dans certains autres pays. Regardez l'Autriche. C'est le parti de la liberté que certains appelaient un parti raciste et ainsi de suite. Il fait partie de la coalition gouvernementale. Il doit y avoir une raison pour ça. Ça veut dire que les anciens partis politiques n'ont pas réussi à traduire les demandes et les revendications. Revendications, justement. Les revendications, c'est l'anglais qui me vient toujours, requests. Donc, les revendications de la population d'une manière efficace. Et quand les gens voient que ces partis politiques ne remplissent pas leur fonction de traducteurs de leurs revendications, ces partis commencent à s'effondrer. Et c'est une des raisons pourquoi les socialistes sont en panne dans plusieurs pays. Voilà, j'espère que je vous ai répondu à votre question en parlant de l'exemple italien. Médiatisation. C'est pas un mot français, ça. Médiatisation. Médiatisation. Du temps que j'étudiais mon français, ce mot n'existait pas. C'est un néologisme. Je ne l'ai pas rencontré dans, je sais pas, Victor Hugo ou Alphonse Daudet, ça n'existait pas ce mot. Bon, alors voilà, cette médiatisation dont vous parlez est extrêmement compliquée pour la Russie. Mais pour des raisons évidentes. Parce que votre espace informationnel a été formé après la Deuxième Guerre mondiale par les élites
française, nationale, mais aussi par les élites internationales. Parce qu'il y avait toujours un courant assez fort en France, par exemple, un courant pro-atlantique, pro-américain dans la presse française. Il y a une autre tradition, représentée par la tendance gaulliste, mais à fur et à mesure, j'ai eu l'impression qu'elle était en train de s'atténuer un peu vers la fin du XXe siècle, et je ne sais pas si elle existe encore. Elle doit probablement exister quelque part, mais dans la presse, je ne la vois presque pas. Donc, il y a une évolution de la presse française envers une certaine approche à la réalité. Une approche qui est, à mon avis, dictée par une idéologie extrêmement rigide, une idéologie néolibérale qui dit qu'il y a certaines choses qui doivent être de la sorte. Voilà, il y a certaines choses qu'il faut suivre. C'est un peu le marxisme à l'envers, si vous voulez. C'est quand on dit que l'Amérique, c'est l'empire du bien. Ils tuent leur président, ils tuent 1 million de gens au Vietnam, ils font l'occupation de l'Irak, ils font énormément de choses, mais c'est l'empire du bien. Et si on demande la question pourquoi, mais parce que la réponse est évidente. C'est une grande démocratie. Une démocratie où un président est tué, on nous explique, John Kennedy, par un seul tueur, et on sait qu'il a été tué par plusieurs tueurs. Puis il y a son frère qui est tué 5 ans plus tard, qui est candidat à la présidence, et qui est tué aussi par un seul tueur, paradoxalement, mais il y a 5 gens qui tirent. Et on nous dit que c'est une grande démocratie ouverte au monde entier et transparente. Regardez, voilà. On voit tout. Et le complot contre l'Irak, c'est quoi? Monsieur Powell, avec sa fameuse, comment ça s'appelle? Voilà, le truc là, avec des armes bactériologiques créées personnellement par Saddam Hussein au Conseil de sécurité, c'est quoi? Mais c'est un mensonge global, c'est un fake global. Et on nous explique. Et puis, qu'est-ce qu'on nous explique après? Ah, on n'a pas trouvé les armes. On n'a pas trouvé les armes chimiques, nucléaires, biologiques, bactériologiques en Irak, et ça, est-ce que ça change les choses? Non. Les États-Unis, c'est l'empire du bien. Et alors je viens à la conclusion que les États-Unis sont l'empire du bien parce que c'est voulu par les gens qui dirigent la presse française, et pas peut-être seulement par la presse française, mais les grandes fortunes. C'est un système qui est soutenu, c'est un système qui unit la France aux États-Unis. Bon, c'est assez logique à mon avis, il y a une alliance occidentale, elle ne peut pas se mettre en question et dire que leur leader est en train de mentir au monde entier, d'occuper des pays, de changer des régimes, de tuer des tas de gens. Ça ne se dit pas. Et puis l'Ukraine, regardez. Voilà, tenez l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, il y a un coup d'État absolument évident. Un coup d'État évident. Vous avez un juriste très connu à l'université de Nice, Robert Charbin, qui a fait une grande étude, justement, un professeur de l'université de droit, à Nice, qui a fait une grande étude du coup d'État en Ukraine. Il a dit, c'est un coup d'État anticonstitutionnel. On nous dit, c'est une révolution. Bon, alors il y a la révolution ukrainienne. Cette révolution engendre l'apparition de mouvements nazis en Ukraine. On dit, oh non, mais ce ne sont pas des nazis, il y a quelques groupuscules. Bon, d'accord. Vient le 2 mai 2014. 50 personnes, c'est seulement le chiffre officiel, le chiffre non officiel, c'est 120 personnes sont brûlées en Odessa, dans le bâtiment des syndicats, justement par ces petits groupuscules qui n'existent pas. Ils sont brûlés à vif, certains sont tués, certains sont étranglés. Est-ce que vous pensez, est-ce que la presse française a parlé de ça? Ils ont dit, ah, il y a eu un petit incendie là-bas, il y a des gens qui ont péri. Mais non, mais ces gens ont été brûlés. C'était fait exprès. C'était fait par ceux qui voulaient démontrer, de donner un exemple de terreur contre ceux qui pourraient mettre sous question l'emprise de Kiev, de ce nouveau régime, comme je dis, anticonstitutionnel. Mais personne ne parle de ça. J'ai envoyé toutes ces photos absolument atroces, lugubres. J'étais en 2014 le président de la délégation russe au Conseil de l'Europe. Et j'ai envoyé ça aux parlementaires démocratiques européens
à Strasbourg, toutes ces photographies. Et j'ai demandé à la direction de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de réagir à ces photos. Et ils ont exprimé un désir de communiquer à Kiev la nécessité d'une enquête. Et cette enquête n'a jamais abouti. Et c'est jamais passé. Ce qui a été d'ailleurs reconnu par le Conseil de l'Europe. Que 50 personnes brûlées, officiellement, ont été brûlées à cause d'un incident, quelque chose, bien que ça va contre tous les faits. Et donc, tout ce qui se passe en Ukraine, il y a des journalistes tués, des journalistes qui sont jetés par la fenêtre, bon, il y a des tas de choses qui se passent en Ukraine, mais tout ça, c'est passé, ça passe à part, vous voyez, ça passe à côté des médias européens. On n'en parle pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que l'Ukraine est une démocratie? Non. Parce que l'Ukraine, c'est un pays qui s'est démontré idéaliste, poursuivant? Non. La seule raison, et je reviens au début de mon discours, c'est la géopolitique. Parce que l'Ukraine a été choisie par l'Union européenne en tant que pays qui va être soutenu par l'Union européenne contre la Russie. À mon avis, c'est un choix assez absurde. Parce que l'Ukraine ne va donner rien du tout à l'Union européenne, à part des problèmes. Elle va vous demander de l'argent, toujours, de les soutenir au niveau international. Elle va vous envoyer des Ukrainiens, parce qu'il y a une dépopulation de l'Ukraine progressive. Les gens quittent l'Ukraine, parce que le niveau de vie est tombé de 2 à 2,5 fois depuis le temps du régime corrompu de M. Yanukovych, qui était corrompu, c'est vrai. Mais pendant le régime corrompu de M. Yanukovych, le système en Ukraine fonctionnait, le système social, le système économique. L'Ukraine a perdu 53% de son produit brut intérieur pendant les 4 dernières années. Et ça dit tout. Alors c'est un pays dévasté par son régime et qui est choisi par l'Union européenne en tant qu'allié privilégié. Et c'est pour ça que vous ne lirez jamais la vérité sur ce qui se passe en Ukraine dans les médias européens, à part peut-être quelques articles dans 2 ou 3 journaux, mais qui ne font pas le temps dans les médias. Donc je pense que les médias sont tombés dans le même piège que les élites européennes. Ils suivent une certaine idéologie de la géopolitique et aussi une certaine idéologie du political correctness, ce qui est politiquement correct. Vous ne pouvez pas questionner certaines choses. Le rôle américain, ça ne peut pas être questionné, par exemple. Ça change un peu ces jours-ci parce que M. Trump est détesté en Europe. Mais avec Obama, les États-Unis, c'était le grand ami de l'Europe. Mais Obama faisait les mêmes choses qui sont faites aujourd'hui par M. Trump. Il a fait la guerre en Libye. C'est pas Trump qui a dévasté la Libye, c'est Obama avec quelques-uns de ses amis de l'OTAN. Et vous n'allez pas lire ça dans les journaux. Donc il y a une idéologie, il y a la géopolitique. Et pour la Russie, faire de la médiatisation dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a tout un système d'information qui fonctionne. Il y a une alliance, il y a une communauté occidentale qui est, à mon avis, une communauté absolument naturelle, mais qui, à force de se voir en tant que leader international, s'est forgé une image d'elle-même et du monde qui sont, à mon avis, un peu fausses. C'est une image de l'Europe qui est toujours le leader international, bien que ce n'est plus le cas déjà. Parce que regardez, sur l'échiquier international, qui sont les plus grands joueurs aujourd'hui? C'est l'Amérique, la Chine et la Russie. L'Union européenne, je pense que c'est une expérience réussite dans le domaine économique, social, juridique, humanitaire. Je pense que c'est un modèle qui a eu beaucoup de succès. Mais en politique extérieure, où est-ce qu'on voit l'Union européenne? En Syrie, il n'y a pas d'Union européenne. Afrique du Nord, personnellement, je ne la vois pas.
Afghanistan, c'est l'OTAN. C'est donc surtout les Américains. Extrême-Orient, est-ce que l'Union européenne a pris une partie dans les pourparlers autour des armes nucléaires de la Corée du Nord? Non. Et où est-ce qu'elle est, l'Union européenne? Elle se manifeste, malheureusement, dans une seule question. C'est la question de sanctions contre la Russie, où elle suit l'exemple de l'Amérique. Et donc, dans le domaine de la politique extérieure, je pense que l'Union européenne reproduit la politique américaine, plus ou moins, peut-être un peu atténuée, mais elle n'a pas de politique à elle-même. Et les médias, ils suivent la politique. Et je ne pense pas que les médias forment la politique. J'ai l'impression qu'ils suivent surtout la politique. Et il explique pourquoi c'est la meilleure politique. Mais je me demande si cette meilleure politique a échoué en Irak, si cette meilleure politique a échoué en Libye, si cette meilleure politique a échoué en Syrie, si cette meilleure politique est en train d'échouer envers la Russie parce que les sanctions ne donnent pas des résultats voulus, est-ce que c'est la meilleure politique? Du Sud, à mon avis, la Chine est en train de démontrer qu'elle a des intérêts qu'elle va défendre dans sa région. Et je pense qu'elle va faire des efforts à démontrer aux Américains surtout qu'il y a des limites à la présence américaine dans cette région aussi. Ce qui est absolument fulgurant, c'est que les Américains font une hystérie quand les Chinois élargissent le contrôle des eaux de cette mer de Chine, bien que ce n'est pas une mer américaine. Regardez l'aberration psychologique que nous vivons tous. La Chine fait quelque chose près de ses frontières. Les Américains disent non mais c'est pas possible. Et le monde entier dit mais vraiment c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils font ces Chinois? Mais c'est les contrées chinoises, c'est les eaux chinoises. Ils peuvent discuter avec les Coréens, ils peuvent discuter avec les Japonais, mais qu'est-ce que l'Amérique a à faire là-dedans? Et quand l'Amérique envoie des navires pour impressionner les Chinois, je peux vous dire que ça va terminer mal, à un certain moment, parce que la Chine est en train de devenir une puissance de plus en plus accomplie. Et à un certain moment, elle va démontrer cela aux États-Unis. Ça, j'en suis absolument sûr. Parce que c'est pas possible d'être cerné par les Américains de tous les côtés et d'accepter cette présence américaine qui est considérée dans le monde entier comme naturelle, que les porte-avions américains sont à 200 km des bords de la Chine. S'il y a un porte-avions chinois qui vient à 200 km de New York, par exemple, qu'est-ce que vous pensez sera la réaction américaine? Ah, que c'est une menace énorme à l'empire du bien. Et pourquoi pas? Ce sont des eaux internationales. Pourquoi est-ce que les porte-avions chinois ne peuvent pas venir à 100 km de Floride? Et je pense que ça va arriver à un certain moment si les Américains se conduisent de la sorte. Donc, ce qui autrefois était naturel, le Congo belge, c'était naturel, et ce n'est plus. L'Inde anglaise, c'était naturel, ou la Birmanie anglaise, c'était naturel, ça ne l'est plus. Donc, notre notion du naturel change, dès qu'il y a un changement de rapport de force. L'Afrique colonisée, c'était naturel, comment ça peut être autrement? Et maintenant, on voit que ça peut être autrement. Et je pense qu'entre la Chine et les États-Unis, ça va être autrement, et notre notion du naturel va changer. Et en ce qui concerne les vols des bombardiers russes, écoutez, quand on me dit que ça sert une image négative de la Russie, je dois vous dire que l'image de la Russie créée par les médias occidentaux est tellement négative qu'il n'y a pas beaucoup de choses à perdre. Donc, à ce niveau-là, déjà, voilà, à ce niveau-là, un autre survol, il ne joue pas un grand rôle. Mais dans voilà, ce calcul géomilitaire qui est en train d'être fait dans les grandes capitales du monde, c'est pris en compte. Parce que l'OTAN
depuis 3 ans, fait des manœuvres dans la mer Baltique, près des frontières russes. Et ces navires viennent à une distance de 70 à 100 km de Kaliningrad, qui appartient à la Russie. Autrement, autrefois, l'OTAN ne faisait pas de ces manœuvres militaires, mais maintenant, ils les font près de notre frontière. Récemment, il y a 2 ou 3 ans, les troupes américaines, et aussi allemandes d'ailleurs, ont commencé à venir dans les 3 pays baltes. Il y a 2 ans, c'est la première fois que les troupes allemandes ont été envoyées sur les territoires qui étaient occupés par Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est en Lituanie. C'est les troupes allemandes qui sont là, en partie des troupes de l'OTAN. Il y a des troupes américaines, il y a à peu près 4-5 000 troupes de l'OTAN, et qui sont à la frontière russe. Il y a des avions, il y a des chars. Vous connaissez M. Johnson avec sa coiffure. Alors, il a mis un casque de tankiste, il s'est mis dans un tank, et il est apparu à une 50aine de kilomètres de la frontière russe, du côté de l'Estonie. C'était un de ces... Voilà, de ces, comment dire, escapades. Bon, alors, on prend ça en compte. Les Américains dirigent de temps en temps des navires militaires dans la mer Noire. Ils ne peuvent pas diriger une flotte, envoyer une flotte, parce qu'il y a les accords de Montreux de 1936 qui interdisent aux pays qui n'appartiennent pas à la région de la mer Noire d'envoyer la flotte militaire dans la mer Noire. Donc il envoie 2 navires, un navire de temps en temps, mais ils viennent assez près de nos côtes. Et donc, dans ce jeu géomilitaire, on doit aussi démontrer quelque chose. Et on démontre que nous avons la capacité d'envoyer nos bombardiers stratégiques sur l'autre côté de l'Atlantique. Par exemple, la semaine dernière, il y a 2 bombardiers, les TU-160, qui ont traversé l'Atlantique et ont atterri à Caracas, à Venezuela. Pas à Cuba, remarquez. Nous sommes délicats. Mais tout de même. Et donc, ça a produit une certaine nervosité à Washington. Et comme je dis, vous savez, les Britanniques font beaucoup de bruit autour de ces survols, mais les relations avec la Grande-Bretagne n'existent presque plus. Je veux dire que nous avons toujours des ambassadeurs, mais les contacts n'existent plus entre la Russie. Je pense que j'étais le dernier personnalité officielle de la Russie qui a été invité à Londres au mois de novembre dernier, oui, pour parler à une conférence de la Chatham House, l'Institut Royal des Relations Internationales. Et puis ça commençait à dégrader avec toutes ces affaires d'empoisonnement réel ou mythique. Et donc, il n'y a plus de relation entre nous et les Britanniques. Et donc, ceux qui l'écrivent dans la presse, bon, ça ne nous concerne vraiment pas tellement. Mais dans ces calculs globaux, la démonstration de la capacité d'envoyer une force militaire importante dans une région éloignée, comme en Syrie, la capacité d'envoyer des bombardiers stratégiques outre-mer, la capacité d'assurer une présence militaire importante au-delà de ces frontières, est considérée comme un atout et aussi comme une force de dissuasion. Et je pense que les Américains le comprennent très bien, parce qu'ils font la même chose. Merci. Ce sont des questions assez compliquées, et puis s'aventurer sur le futur de la Syrie, c'est assez risqué. Je peux vous dire 2 choses. Premièrement, le ministre des Affaires étrangères turc, Mehmet Çavuşoğlu, a dit avant-hier que Trump considère le retour des forces américaines de la Syrie. Alors là, moi je ne suis pas sûr. Je pense que si Trump le considère, son administration peut ne pas le considérer, et il y a un décalage entre Trump et son administration. Mais j'ai l'impression que les Américains vont probablement rester dans la région, mais sans s'engager dans les actions militaires actives. Et c'est pour ça que la région de Deir ez-Zor, qui est riche en pétrole, et c'est justement pour ça qu'elle est intéressante pour tout le monde, je pense que petit à petit, elle peut revenir au gouvernement syrien. Parce qu'il y a de moins en moins de combattants,
qui sont actifs dans cette région. Et je ne vois pas les Américains confronter directement les Syriens. Ils peuvent les confronter seulement à travers les forces ainsi dites de la Syriens démocratiques qu'ils financent et qu'ils soutiennent. Donc, le moins il y a de capacité d'action pour l'opposition armée en Syrie, le plus il y a de possibilités pour le gouvernement syrien de faire revenir ce territoire et ces gisements de pétrole, et surtout qu'ils appartiennent à la Syrie, ils ne sont pas américains tout de même. Et pour le Kurdistan, je ne vois pas un Kurdistan. En Syrie, non, je ne le vois pas. Je vois un désir très important de la population kurde, mais je ne vois pas un Kurdistan se former parce que toutes les grandes puissances de la région sont contre. L'Irak est contre, et l'Irak a donné une autonomie au Kurdistan au nord, mais il va s'arrêter là, sur cette autonomie. Il ne va pas aller plus loin. L'Iran est contre, pour une raison évidente. La Turquie est contre, ce qui est très important. Et les Américains peuvent s'appuyer sur les Kurdes en essayant de leur vendre cette idée d'une indépendance future, de l'exploiter, ce désir d'indépendance. Mais je ne vois pas les Américains aller contre les Turcs et donner la... Et comment est-ce qu'ils peuvent donner une indépendance, surtout qu'il y a cette puissance turque qui pèse sur la région du Nord avec une armée très importante et une armée très qualifiée. Je ne pense pas que les Kurdes pourront tenir le coup. Et ce qui est plus réaliste, à mon avis, c'est que les Kurdes obtiennent un statut spécial à l'intérieur d'une Syrie réunifiée. Il peut y avoir une autonomie kurde, et il peut y avoir des différentes formes de leur participation à l'État syrien, avec beaucoup de possibilités, par exemple dans le domaine économique, exploitation du pétrole, ainsi de suite. Il faut trouver la formule. Mais je ne pense pas qu'il y aura un État indépendant kurde avec toute la sympathie que les Kurdes ont de la communauté internationale. Ça sera une bombe sous la stabilité du Moyen-Orient pour le futur. Et je ne pense pas que ça va arriver.